Imaginez naître petite fille préférée du souverain le plus influent de la planète, grandir parmi les châteaux, les princesses et les empereurs, vous marier dans l'une des chapelles les plus vénérées d'Angleterre, et pourtant finir par être considérée comme la princesse de nulle part. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'histoire d'une femme qui a vécu plus de 8 décennies, survécu à 2 guerres mondiales, connu 6 règnes différents, et pourtant, elle a été presque entièrement effacée des récits historiques. Une princesse qui a existé en marge de la splendeur, sans trône, sans nation, sans époux pour l'aimer, mais avec une dignité que très peu de femmes dans sa situation auraient pu conserver. Le 12 août 1872, à Cumberland Lodge, au cœur des vastes jardins de Windsor, naquit une petite fille qui reçut les prénoms de Francisca, Josepha, Louisa, Augusta, Maria, Christina et Helena. Elle était le 4e enfant de la princesse Helena du Royaume-Uni et du prince Christian de Schleswig-Holstein, et leur 2e fille. Sa mère, Helena, était la 5e enfant de la reine Victoria et du prince Albert de Saxe-Cobourg et Gotha, faisant de la nouveau-née la petite fille directe de la monarque la plus puissante de son temps. Elle fut baptisée le 18 septembre de la même année, probablement à la chapelle Saint-Georges ou dans l'oratoire privé du château de Windsor. Ses parrains et marraines n'étaient pas des personnalités ordinaires. L'empereur François-Joseph d'Autriche et la reine Marie de Hanovre furent choisis pour cet honneur, un détail qui, dès son plus jeune âge, révélait le poids dynastique qu'elle porterait sans l'avoir jamais souhaité. Au sein de sa famille, on l'appelait simplement Louise, un surnom affectueux qui contrastait fortement avec la solennité de ses 7 noms officiels. Pour le grand public, elle était connue sous le nom de Princesse Louise, même si, au fil des ans, le monde entier finirait par la connaître sous un autre nom. Elle grandit entourée de jardins, de précepteurs privés, de visites dans des établissements de santé, et surtout sous l'ombre constante de sa grand-mère, qui observait tout, la gâtait presque entièrement, et n'hésitait pourtant pas à formuler ses jugements les plus impitoyables, même envers les membres de sa propre famille. C'est la reine Victoria elle-même qui, dans l'un de ses journaux intimes, décrivit la petite Louise comme plutôt peu attrayante, comparée à ses frères et sœurs et à ses cousins. Ce n'était pas une remarque empreinte de méchanceté délibérée. Victoria avait l'habitude de consigner ses impressions avec une franchise désarmante. Mais ces lignes, écrites par la femme la plus puissante du monde, à propos d'une enfant qui commençait à peine à comprendre le monde qui l'entourait, résumaient, avec une crudité involontaire, le genre d'existence qui attendait cette princesse. Une vie où elle serait toujours présente, mais jamais pleinement reconnue. L'enfance de la jeune femme s'est déroulée entre 2 réalités qui se croisent rarement. La splendeur de la monarchie victorienne et la simplicité relative du quotidien que ses parents s'efforçaient de construire pour elle et ses frères et sœurs au sein de cet univers doré. Contrairement aux autres petits-enfants de Victoria, élevés dans des cours empreintes de cérémonie et de rigidité, les enfants du prince Christian et de la princesse Helena menèrent une vie empreinte de simplicité, de jardinage, d'œuvres caritatives et d'une grande proximité avec leur grand-mère, la reine, à Windsor. Le prince Christian encourageait activement ses enfants à se consacrer au jardinage et à l'horticulture, convaincu que la terre pouvait être à la fois un noble passe-temps et une école de discipline. La princesse Helena, quant à elle, emmenait régulièrement ses filles dans les hôpitaux et à des événements caritatifs, où l'on attendait d'elle non seulement une présence symbolique, mais aussi un engagement sincère. Dès son plus jeune âge, la jeune fille apprit qu'il existait des personnes dont la vie était radicalement différente de la sienne, et que ce contraste lui imposait une responsabilité dont aucun titre ne pouvait la dispenser. Son éducation fut entièrement privée, comme il était d'usage pour la noblesse européenne de l'époque, bien que ses précepteurs ne parvinrent pas à éveiller en elle la même curiosité intellectuelle qu'elle découvrirait plus tard par elle-même. Ce qu'elle cultiva dès son plus jeune âge, c'était une sensibilité artistique qui, au fil des ans, se manifesterait dans la joaillerie, la décoration et le mécénat culturel. Personne n'aurait alors imaginé que cette jeune fille, que sa grand-mère jugeait plutôt ordinaire, deviendrait des décennies plus tard l'une des figures les plus aimées de la famille royale britannique. En grandissant, son environnement familial était une véritable carte vivante de l'Europe dynastique. La reine Victoria,
apparenté à presque toutes les maisons régnantes du continent, avait disséminé ses descendants en Allemagne, au Danemark, en Russie et au Royaume-Uni, tels des pions sur un échiquier géopolitique où titres et alliances matrimoniales s'entremêlaient. La jeune fille observait tout cela avec fascination, et l'intuition précoce que ce monde vaste et apparemment indestructible dissimulait des failles que le temps ne manquerait pas d'accentuer. En novembre 1890, à 18 ans, sa vie bascula grâce à une invitation. Sa cousine Charlotte de Prusse se mariait et la famille était conviée aux festivités. C'est là, au milieu des toasts et des marques de courtoisie de la cour prussienne, qu'elle rencontra l'homme qui, durant une brève et troublante période, allait occuper le centre de son existence, le prince Haribert d'Anhalt, qui, dès le premier instant, fit preuve d'un charme calculé que les chroniques de l'époque qualifieraient d'irrésistible. Haribert était un officier, distingué par son allure, ses manières raffinées et son don remarquable de faire croire à son entourage qu'il était la personne idéale. De plusieurs années son aîné, il avait été élevé à la cour d'Allemagne et maîtrisait parfaitement les codes d'un monde où les apparences étaient primordiales et la sincérité un luxe quasi inaccessible. Elle, qui avait passé son adolescence dans la relative intimité de Cumberland Lodge, se retrouva soudain face à un homme qui la regardait avec considération, qui l'écoutait, qui flirtait ouvertement et qui semblait sincèrement intéressé. Pour une jeune femme habituée à entendre, même indirectement, qu'elle n'était ni la plus brillante ni la plus belle de ses cousins royaux, cette attention dut être une véritable révélation. Le cousin le plus puissant d'Europe n'hésita pas à intervenir. L'empereur Guillaume II, qui connaissait bien Haribert et voyait dans cette union une alliance opportune, décida d'accélérer les choses. C'est lors d'un déjeuner familial au nouveau palais de Potsdam que la situation fut réglée, et le 6 décembre 1890, quelques semaines seulement après leur rencontre, les fiancés annoncèrent officiellement leurs fiançailles. Leurs proches exprimèrent à voix basse leurs réserves. Les fiançailles avaient été trop précipitées, le prince trop calculateur, et les circonstances trop favorables à tous, sauf peut-être à la future mariée. La reine Victoria, cependant, donna sa bénédiction. Dans une lettre à sa fille Helena, elle écrivit qu'elle était grandement soulagée de savoir que l'avenir de la pauvre Louise Holstein s'améliorerait. Cette expression, « pauvre Louise », est révélatrice. Même en annonçant des fiançailles, la grand-mère ne put s'empêcher de présenter la jeune femme sous un jour compatissant et soulagé, comme si le mariage était moins un accomplissement qu'une solution à un problème tabou. La cérémonie eut lieu le 6 juillet 1891 à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, en présence de la reine Victoria et avec tout le faste dû au rang des époux. Après la cérémonie, les jeunes mariés signèrent le registre des mariages au château et prirent le thé avec leurs invités avant de partir en lune de miel à Coblence. C'était le début officiel d'une vie commune qui, avec le recul, aurait peut-être mieux valu qu'elle ne soit pas achevée. Après 2 mois de voyage à travers l'Europe, le couple s'installa en Allemagne. D'abord à Dessau, capitale du duché d'Anhalt, pour remplir leurs obligations à la cour ducale, puis à Berlin, où Haribert exerçait les fonctions d'officier. La jeune princesse britannique, habituée à la relative simplicité de Cumberland Lodge, se retrouva soudain plongée dans l'un des systèmes d'étiquette les plus rigides et étouffants d'Europe à l'époque. La cour allemande fonctionnait selon un code hiérarchique si méticuleux que même la plus simple des salutations exigeait des intermédiaires et une autorisation préalable. Elle découvrit, avec une incrédulité croissante, qu'avant de pouvoir dire bonjour à sa propre belle-sœur, elle devait envoyer son valet de pied consulter celui de sa belle-sœur pour déterminer si le moment était propice à une salutation directe. Un jour, elle fut réprimandée pour avoir parlé familièrement à une amie qui déjeunait non loin de là. Ces règles n'étaient pas de simples suggestions, elles étaient des barrières infranchissables. Mais la rigidité des cérémonies n'était pas le seul problème. Au fil des mois, il devint évident qu'ils ne construisaient pas de vie commune. Ils coexistaient simplement sous le même toit, sans presque aucun contact. Le prince privilégiait sa carrière militaire et sa vie mondaine par-dessus tout, tandis que ses journées se vidaient de toute présence et de tout sens. Les sources contemporaines, ainsi que ses propres mémoires, décrivent une solitude non pas accidentelle, mais systématique. Un couple qui n'avait jamais vraiment été un couple. Pas d'enfants,
pas de projet commun, aucun de ces éléments qui poussent deux personnes à choisir de rester ensemble au-delà de leurs obligations. Et tandis que ce mariage s'effritait silencieusement dans les salons allemands, une question commença à germer en elle. Une question que les princesses de son temps n'avaient pas le droit de poser à voix haute. Pouvait-on vivre une vie entière dans la solitude? Et cette solitude choisie était-elle préférable à celle qui lui était imposée? Ce qui suivit fut si inattendu et humiliant que même la famille royale mit des années à l'aborder publiquement. À l'été 1898, alors qu'elle visitait le Canada avec le gouverneur général Lord Minto et son épouse, elle reçut un télégramme. L'expéditeur était son beau-père, le duc d'Anhalt. Le message était bref mais dévastateur. Sur les instructions de son fils Haribert, elle apprit que le mariage était annulé. Il n'y avait eu aucun préavis, aucune conversation, aucune explication à laquelle elle aurait pu s'attendre. Du jour au lendemain, et de l'autre côté de l'Atlantique, elle apprit qu'elle n'était plus une épouse. L'annulation d'un mariage était alors une affaire d'une extrême gravité sociale et morale. Le divorce et la séparation étaient profondément stigmatisés au sein de l'aristocratie européenne de la fin du XIXe siècle. Et ceux qui y étaient soumis en sortaient rarement indemnes. Ils perdaient leur réputation, leur statut et le regard que le monde portait sur eux. Pour une princesse de sang royal et petite-fille de Victoria, les conséquences pouvaient être dévastatrices. Mais ce qui suivit l'annonce se révéla peut-être encore plus blessant que l'annulation elle-même. Le prince Haribert avait chargé son père de plaider devant la famille et la cour que c'était elle qui avait rendu la vie commune intolérable et négligé ses devoirs conjugaux. L'accusation était vague dans ses termes, mais d'une efficacité redoutable. Si l'annulation nécessitait un bouc émissaire, ce serait elle. La reine Victoria accueillit la nouvelle avec son mélange caractéristique d'indignation et de pragmatisme et ordonna immédiatement le retour de Louise en Angleterre. Selon les récits familiaux, son seul commentaire fut que Louise rentre chez elle sans délai. Point de drame public, point de plaidoirie, un ordre. Et elle, qui avait appris dès son enfance à obéir à sa grand-mère, obéit. Arrivée à Cumberland Lodge, où elle trouva sa mère et la reine qui l'attendait, elle fut également confrontée à la version officielle préparée par la famille. Rien ne serait dit publiquement, rien ne serait expliqué en détail, et l'annulation serait étouffée, comme tant d'autres affaires embarrassantes à la cour victorienne, par le silence et la continuité. À 26 ans, seule et sans pays où se sentir chez elle, elle entama ainsi le long chemin de la reconstruction de son identité à partir des fragments qui subsistaient. Son retour en Angleterre n'était pas simplement le retour d'une femme au pays. C'était, à bien des égards, le début d'une seconde vie que personne n'avait prévue pour elle et qu'elle devait construire de toutes pièces, sans mode d'emploi ni précédent. Les princesses de sa génération n'avaient pas de modèle pour une telle situation. Elles existaient pour se marier, avoir des enfants et incarner les alliances forgées par leur famille. Une princesse de retour, sans descendance ni époux, était une anomalie que le système ne savait comment catégoriser. Dès qu'elle retrouva une certaine stabilité, elle s'installa dans un appartement au 21 Queensberry Place à Londres. Un acte d'indépendance remarquable pour l'époque, une princesse de la famille royale vivant seule dans la ville, sans la protection d'un époux ni l'organisation d'une cour. Elle reprit son nom de jeune fille et fut de nouveau connue publiquement comme la princesse Louise de Schleswig-Holstein, bien qu'en 1908, le palais annonça officiellement qu'elle s'appellerait désormais princesse Marie-Louise de Schleswig-Holstein, précisément pour éviter toute confusion avec sa tante, la princesse Louise, duchesse d'Argyll. Elle n'utilisa plus jamais publiquement le nom d'Anhalt, mais ne retira pas non plus son alliance. Un petit détail, presque imperceptible, que ceux qui la connaissaient interprétèrent de manière très différente. Certains y voyaient le symbole d'une loyauté mal placée, d'une foi aveugle en des vœux non tenus, d'autres, un acte de fierté discrète, le refus d'effacer de sa main la preuve qu'elle, au moins, avait tenu sa promesse. Dans ses mémoires, publiées des années plus tard sous le titre « Mes souvenirs de Sirègne », elle l'exprima clairement. Elle avait décidé d'honorer ses vœux de mariage, quoi qu'ait fait l'autre, et pour cette raison, elle ne se remaria jamais. Ce n'était ni de la résignation, ni de l'amertume que cette décision traduisait, mais quelque chose de plus complexe et d'intéressant.
une forme d'intégrité personnelle que la trahison d'autrui refusait de redéfinir. Avec le temps, ce qui aurait pu être la fin de son histoire se révéla être le début de la période la plus authentique de sa vie. Libérée des contraintes de la cour allemande et de l'étiquette étouffante qui avait empoisonné ses années de mariage, elle commença à construire sa propre identité, indépendante de tout homme et de tout titre. Et ce qu'elle bâtit, pierre après pierre, se révéla bien plus durable que n'importe quel mariage dynastique. L'une des premières choses qu'elle fit après son installation à Londres fut d'ouvrir son propre atelier de joaillerie. Il ne s'agissait pas d'un simple passe-temps décoratif ou d'une occupation pour meubler son temps libre, c'était un art qu'elle pratiquait avec sérieux, reversant les bénéfices à diverses œuvres caritatives. Les pièces qu'elle confectionnait étaient vendues aux enchères ou offertes directement à des organisations ayant besoin de fonds, et grâce à ce travail, elle trouva une manière de se rendre utile sans avoir besoin de l'intervention de son mari ni de l'approbation d'un quelconque protocole. L'engagement caritatif ne lui était pas étranger. Elle l'avait appris de sa mère, Helena, qui l'emmenait depuis son enfance dans les hôpitaux et à des événements caritatifs afin qu'elle comprenne que les privilèges impliquent des responsabilités. Mais désormais, cette vocation prenait une autre dimension, car elle n'était plus simplement la fille accompagnant sa mère, mais bien elle-même, prenant des décisions, organisant et mettant son nom et son temps au service de causes spécifiques. Dans le quartier de Bermondsey, au sud de Londres, elle fonda un club pour jeunes travailleuses qui allait devenir l'un de ses projets les plus marquants. Un espace de soutien et de formation pour les femmes issues de la classe ouvrière. Un lieu de rencontre, d'apprentissage et de camaraderie dans un environnement urbain qui leur offrait peu d'alternatives. Il ne s'agissait pas d'un coup de publicité, mais d'un véritable projet doté de son propre budget, d'une présence constante et d'un impact concret sur la vie de celles qui le fréquentaient. Vue avec le recul de l'histoire, la transformation de cette femme est saisissante. Elle s'était mariée comme une princesse conventionnelle, répondant aux attentes de sa famille et de son époque. Elle en était ressortie sans titre officiel, sans pays et sans époux, mais avec une chose que très peu de personnes dans sa situation possédaient, la véritable liberté de choisir à quoi consacrer sa vie. Et elle a choisi de la consacrer aux autres, non par obligation, ni par souci des apparences, mais parce que c'était la seule façon qu'elle connaissait de donner un sens à ses jours. Pendant ce temps, le monde continuait de tourner, indifférent aux tragédies individuelles. La reine Victoria vieillissait, l'Empire britannique commençait à montrer ses premiers signes de faiblesse, et l'Europe qu'elle avait connue depuis l'enfance s'engageait dans sa marche lente mais inexorable vers la catastrophe. Elle l'ignorait encore, mais les années les plus difficiles de l'histoire récente allaient commencer, et elle s'y trouverait mieux préparée que quiconque aurait pu l'imaginer. Le 22 janvier 1901, la reine Victoria s'éteignit à Osborne House, sur l'île de Wight, entourée de ses enfants et petits-enfants. Elle avait 81 ans et régnait depuis près de 64 ans, plus longtemps que tout autre monarque britannique jusqu'alors. Pour sa petite fille, la mort de la souveraine ne représentait pas seulement la perte d'une dirigeante, c'était la disparition du point de repère le plus constant et le plus ambigu de son existence, la femme qu'il avait jugée peu attirante dans ses journaux intimes et qui, en même temps, lui avait ordonné de rentrer au pays lorsqu'elle avait le plus besoin d'elle. Le XXe siècle s'annonçait, apportant avec lui une profonde transformation du monde dans lequel elle avait grandi. Édouard VII, son oncle, accédait au trône. La cour changeait d'atmosphère et de rythme. La sévérité victorienne laissa place à une certaine légèreté, à laquelle, à sa grande surprise, elle s'adonnait avec enthousiasme. Elle appréciait le théâtre, les voyages, les longues conversations et la compagnie des artistes et des intellectuels, et cette nouvelle ambiance de cour, plus tolérante envers les excentricités discrètes, lui offrait davantage d'espace pour être elle-même. Elle voyageait, fumait, buvait avec modération et en profitait sans affectation. À une époque où l'on attendait des femmes de sang royal une discrétion quasi totale quant à leur goût personnel, elle ne cachait pas mener une vie qui lui était propre, avec ses propres plaisirs et des amitiés choisies par affinité plutôt que par convention. En ce sens, elle était une figure résolument moderne, enfermée dans les contraintes d'une institution séculaire. Ses voyages l'ont menée à travers l'Europe et au-delà,
Et dans chaque destination, elle recherchait non pas le confort des cercles aristocratiques habituels, mais plutôt le contact avec des artistes, des artisans et tous ceux qui créaient de leurs mains et de leur esprit. Cette fascination pour la création, née dans son atelier de joaillerie londonien, s'étendait à l'art, à l'architecture, à la décoration et à la littérature. Elle forgeait, peut-être sans le savoir, le profil de mécène et de collectionneuse qu'elle deviendrait dans les décennies suivantes. Puis vint 1914, et le monde qu'il avait parcouru avec ses valises et sa liberté nouvellement acquise se coupa en deux. L'été 1914 arriva avec la chaleur habituelle du mois d'août et s'acheva après avoir à jamais bouleversé l'histoire. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo déclencha une série de décisions, d'ultimatums et de mobilisations qui, en quelques semaines, transformèrent l'Europe en champ de bataille. Pour elle, comme pour des millions d'autres à travers le continent, la guerre n'était pas une abstraction géopolitique, mais une menace concrète qui planait aux portes du monde qu'elle avait toujours connu. Le conflit plaça la famille royale britannique dans une situation délicate. Les Windsor, comme presque toutes les familles royales d'Europe, comptaient des proches dans les deux camps. L'empereur Guillaume II, qui des années auparavant avait si ardemment défendu ses fiançailles avec Haribert d'Anhalt, était désormais l'ennemi public numéro 1 de la Grande-Bretagne. Les loyautés familiales et nationales tiraillaient les deux camps, et la famille royale dut gérer cette tension sous le regard du public, qui ne lui laissait aucune place à l'erreur. Ses décisions furent sans équivoque. Elle s'installa au palais de Kensington avec sa tante, la princesse Béatrice, et se consacra entièrement à l'effort de guerre sur le front intérieur. Le club pour jeunes travailleuses qu'elle avait fondé à Bermondsey fut transformé en un hôpital de 100 lits pour les soldats blessés, une reconversion qui nécessita une logistique, des ressources et une présence constante qu'elle assura sans réserve. Il y avait un aspect de son travail pendant la guerre dont son entourage se souvenait avec une affection particulière, des décennies plus tard. Alors que de nombreuses volontaires et infirmières de noble naissance adoptaient une tenue austère pour témoigner de leur dévouement à l'effort de guerre, elle s'y refusait catégoriquement. Elle arrivait à l'hôpital vêtue de ses plus belles robes et coiffée de ses chapeaux les plus somptueux, convaincue que le plaisir visuel était aussi une forme de soin, que les soldats blessés méritaient de voir que quelqu'un avait pris la peine de se présenter à eux comme une personne et non comme une figure en uniforme du service. Dans ce geste en apparence futile résidait toute une philosophie de la dignité appliquée au contexte de la guerre, la conviction que, même dans les pires moments, la beauté et l'humanité des gestes quotidiens ont une valeur réparatrice qu'aucun manuel de soins infirmiers ne saurait codifier. Et, d'après tous les témoignages disponibles, les soldats l'ont remarqué. En juillet 1917, en pleine guerre, le roi George V prit une décision qui affecta presque tous les membres de la famille royale portant des noms de famille allemands. Il leur demanda officiellement de renoncer à leur titre germanique. Il s'agissait d'une manœuvre calculée pour renforcer l'image patriotique de la monarchie à un moment où le sentiment anti-allemand était à son comble en Grande-Bretagne. La maison de Saxe-Cobourg et Gotha devint Windsor, les Battenberg, Mountbatten, des dizaines de nobles dont les noms de famille pouvaient être confondus avec ceux d'ennemis, les changèrent d'un seul coup. Le cas de cette princesse et de sa sœur Helena Victoria différait des autres, et cette nuance révèle un aspect significatif de la façon dont le roi et le système les percevaient. Contrairement à la plupart, qui reçurent de nouveaux titres britanniques en compensation des titres allemands auxquels elles renonçaient, elles cessèrent simplement d'utiliser l'appellation Schleswig-Holstein. Elles ne reçurent aucun autre titre et ne furent pas formellement intégrées à la pairie britannique avec un nouveau rang. Elles restèrent princesse Marie-Louise et princesse Helena Victoria, sans patrie ni origine précise. C'est alors que les surnoms commencèrent à circuler, avec cette cruauté discrète propre au monde aristocratique lorsqu'il s'agit de blesser sans se salir les mains. On les appelait les princesses de nulle part, une expression qui résonnait avec une précision quasi chirurgicale. Elles étaient princesses, certes, mais de où exactement? Ni du Royaume-Uni, qui ne leur avait jamais accordé de titre officiel, ni d'Allemagne, à laquelle elles avaient renoncé. Elles étaient des femmes de rang royal, évoluant dans un espace que le protocole n'avait jamais prévu. Aucun écrit ne permet de savoir si ce surnom l'a blessée
ou si elle l'a simplement accepté comme un paradoxe de plus de son existence. Mais sa réaction, comme presque toujours, fut plus éloquente que n'importe quelle déclaration. Elle continua de travailler, de voyager, de remplir son temps de projets et de rencontres, et laissa sa façon d'être au monde parler pour elle. Lorsque la guerre prit fin en novembre 1918, l'Europe émergea de 4 années de destruction avec une carte radicalement redessinée. Les empires s'étaient effondrés, les monarchies abolies, des millions de morts. Elle avait survécu sans rien perdre de ce qui comptait pour elle, son travail, son indépendance, son humour et son amour discret mais indéfectible de la vie. Ce qui suivit allait être l'une des périodes les plus créatives et les plus précieuses de son existence. Les années 1920 arrivèrent dans sa vie avec une énergie qui contrastait fortement avec la morosité de la décennie précédente. L'Europe s'efforçait de se reconstruire, la culture s'épanouissait avec l'urgence d'une expression trop longtemps réprimée. Dans ce climat de renouveau, il trouva l'espace nécessaire à l'un de ses projets les plus mémorables et les plus chers à son cœur. Tout a commencé par une conversation anodine. Elle apprit que la reine Mary, épouse du roi George V, collectionnait les objets miniatures par simple passe-temps. Pour beaucoup, cette information n'aurait été qu'une curiosité quant au goût de la souveraine. Pour elle, ce fut une idée, et comme toujours, elle décida de la concrétiser. Elle proposa de créer une maison de poupées pour la reine, mais pas n'importe laquelle, une réplique à l'échelle d'un palais royal, construite avec une précision artisanale absolue, reproduisant fidèlement tous ses détails fonctionnels, et avec la participation des meilleurs artisans, artistes et écrivains britanniques de l'époque. Le projet exigeait coordination, persuasion, logistique et une vision créative qu'elle a apportée dès le premier jour, avec une énergie qui témoignait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une simple commande, mais d'une véritable vocation. Plus de 15 artistes et artisans ont participé à la construction de la célèbre maison de poupées de la reine Marie. Les pièces étaient alimentées en eau courante. Les livres de la bibliothèque étaient des copies authentiques, écrites spécialement pour le format miniature, par des auteurs du calibre d'Arthur Conan Doyle et de Thomas Hardy. Les tableaux accrochés au mur étaient des œuvres originales en miniature. Le vin dans les caves était du vrai vin, mis en bouteille dans des contenants de la taille d'un dé à coudre. Dévoilée en 1924 à l'exposition de l'Empire britannique, la maison de poupées fit sensation. Des millions de visiteurs l'ont découverte, des publications du monde entier l'ont photographiée et décrite, et son nom est resté à jamais associé à cette œuvre d'art collective qu'elle avait imaginée, organisée et réalisée avec une détermination sans faille. Des décennies plus tard, elle est toujours exposée au château de Windsor et continue d'attirer des milliers de visiteurs chaque année. Au-delà de la maison de poupées, les années 1920 et 1930 furent une période de consolidation de son identité publique en tant que figure culturelle et philanthropique au sein de la monarchie britannique. Elle n'occupait aucune fonction officielle et n'était soumise à aucune obligation protocolaire, mais sa présence au vernissage, aux événements caritatifs, aux expositions d'art et aux célébrations culturelles était constante et sincèrement appréciée, non par obligation, mais par conviction. Elle était la mécène de dizaines d'organisations, des associations d'infirmières aux institutions artistiques, et dans chacune d'elles, son implication allait bien au-delà du simple fait d'apporter son nom. Elle visitait les lieux, posait des questions, suivait de près les projets, proposait des idées, et lorsque cela était possible, fournissait ses propres ressources. Cette approche du mécénat, si éloignée des attributs symboliques attendus des princesses de sa génération, lui valut le respect sincère de ceux qui travaillaient dans ces organisations. Son rapport à l'art était à la fois personnel et créatif, et non seulement institutionnel. Elle a continué à travailler dans son atelier de joaillerie pendant des décennies, et ce contact direct avec les matériaux et les formes semblait être pour elle une source d'équilibre qu'aucune activité cérémonielle ne pouvait remplacer. Il y avait dans la création manuelle quelque chose qui la reliait à une part d'elle-même que les titres et les protocoles ne pouvaient jamais atteindre. Sa vie sociale durant cette période fut riche, variée et remarquablement différente de ce que l'on pourrait imaginer pour une princesse de sa génération et de son époque. Elle fumait lors de réceptions mondaines, chose rare pour une femme en public, elle buvait naturellement, elle voyageait seule ou avec des amis vers des destinations qui l'intéressaient, elle cultivait des amitiés avec des personnes d'horizons
et de disciplines divers. Elle n'était pas une transgressrice délibérée. Elle avait simplement décidé, après l'échec de son mariage, que seule une vie authentique valait la peine d'être vécue. Parmi ses amis les plus proches figuraient des artistes, des écrivains et des musiciens, qui appréciaient non pas son titre, mais sa curiosité, son humour et son écoute attentive. Un don qui fit d'elle une figure recherchée et appréciée dans les cercles culturels du Londres de l'entre-deux-guerres. L'année 1936 fut marquée par l'une des crises les plus aiguës de l'histoire récente de la monarchie britannique, et elle l'a vécue d'une position à la fois privilégiée et inconfortable, celle d'une témoin de sang royal connaissant personnellement tous les protagonistes. Le roi Édouard VIII, son cousin, était monté sur le trône en janvier, après la mort de George V, et son règne dura à peine 11 mois avant que le monde n'apprenne la nouvelle d'une abdication sans précédent. Édouard souhaitait épouser Wallis Simpson, une Américaine 2 fois divorcée, mais la monarchie, le gouvernement britannique et l'Église d'Angleterre considéraient cette union incompatible avec ses devoirs de roi et de chef de l'Église anglicane. Ayant lui-même vécu la brutalité d'un mariage raté et la stigmatisation de la séparation, il était particulièrement bien placé pour comprendre la dimension humaine de ce dilemme, même si ses mémoires restent discrets sur le sujet et évitent de porter un jugement sur la décision de sa cousine. Ce que l'on sait, c'est qu'il a maintenu ses liens avec la famille royale durant toute cette période tumultueuse, avec une loyauté et une discrétion qui lui ont valu l'estime des monarques successifs. Il n'était ni un courtisan enclin aux intrigues, ni une princesse recherchant la gloire en temps de crise. Il était un homme présent, à l'écoute, offrant sa compagnie quand il le fallait, et le silence quand il le fallait. George VI, frère d'Édouard VII, et monté sur le trône après l'abdication, la connaissait bien et la tenait en haute estime. Son couronnement en 1937 était le 4e auquel elle assistait de son vivant, un fait qui, à lui seul, illustre l'extraordinaire portée et l'importance historique de son existence. Elle avait été présente lors des couronnements de Victoria, d'Édouard VII, de George V et maintenant de George VI, témoin vivant de la continuité d'une institution qui avait résisté aux révolutions, aux guerres et aux transformations capables de détruire d'autres monarchies. Et tandis que l'Europe des années 1930 s'enfonçait inexorablement dans un nouveau désastre, elle, désormais âgée de plus de 60 ans, se préparait à affronter une seconde guerre avec la même force de caractère que lors de la première. Mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, les bombes s'abattraient sur Londres. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et 2 jours plus tard, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre au Troisième Reich. La Seconde Guerre mondiale avait commencé, et pour elle, alors âgée de 67 ans, ce moment dut résonner comme un douloureux écho. Elle avait déjà vécu une guerre dévastatrice, vu le monde qu'elle connaissait s'effondrer et se reconstruire maladroitement, et maintenant, elle allait devoir tout revivre. Londres a subi les bombardements du Blitz pendant la guerre, qui, entre 1940 et 1941, ont dévasté des quartiers entiers et contraint des millions de personnes à réorganiser leur vie autour des abris anti-aériens, du rationnement et de l'incertitude quotidienne quant à la survie de leur maison le lendemain. Elle, qui partageait alors son temps entre Cumberland Lodge et Schomberg House, a maintenu ses engagements caritatifs et sa présence publique autant que les circonstances le permettaient. Elle n'a pas quitté Londres pendant les pires moments du Blitz, pas plus que le roi George VI et la reine Élisabeth, dont la décision de rester dans la capitale pendant les bombardements allait devenir l'un des gestes les plus mémorables de la monarchie en temps de guerre. Dans cette décision collective de ne pas fuir vers la sécurité de leur propriété de campagne, il y avait un message implicite sur le type d'institution que la couronne souhaitait incarner à cette époque. Non pas un privilège distant et protégé, mais une présence partagée face au risque. Il a participé à des visites dans des hôpitaux, des communautés touchées par les bombardements et des institutions qui prenaient en charge les personnes déplacées que la guerre avait engendrées en masse, avec la même simplicité qu'il avait montrée lors du premier conflit, sans grande déclaration ni pose héroïque, avec la présence concrète de quelqu'un qui sait que le fait d'être physiquement présent a une valeur qu'aucun discours ne peut remplacer. Lorsque la guerre prit fin en 1945, il avait 72 ans. Il avait survécu à 2 guerres mondiales,
à la chute de l'Empire britannique tel qu'il l'avait connu, à la disparition de la plupart des maisons royales européennes qu'il avait fréquentées dans sa jeunesse, et à la mort de presque tous les membres de sa génération. Il était, à bien des égards, un vestige vivant d'un monde disparu, et pourtant, il était toujours là. L'après-guerre a entraîné une profonde transformation de la société britannique, qu'elle observa avec ce mélange de curiosité et de perplexité propre à ceux qui ont vécu assez longtemps pour avoir vu le monde changer radicalement à plusieurs reprises. L'État-providence se développait, l'Empire se désintégrait, la classe ouvrière gagnait en droit et en influence politique, et la monarchie devait se réinventer une fois de plus pour conserver sa pertinence dans ce nouveau paysage social. Pour elle, ces changements n'étaient pas des menaces, mais des réalités qu'il fallait comprendre. Sa longue carrière dans le secteur caritatif et sa connaissance directe des conditions de vie des classes populaires, acquises au fil de décennies de visites dans les hôpitaux, les associations et les projets communautaires, lui conféraient une perspective plus nuancée que nombre de ses contemporains de naissance noble. Elle n'était ni une révolutionnaire déclarée, ni une réformiste, mais elle n'était pas non plus une conservatrice indifférente à la souffrance d'autrui. Sa santé commençait à la limiter, sans pour autant l'arrêter. Les visites se firent plus rares, les voyages plus courts, mais elle maintint ses engagements caritatifs et ses relations personnelles avec une vitalité que son entourage admirait. Il y avait en elle quelque chose que les décennies n'avaient pu éteindre. Cette curiosité active pour les gens et les idées qui la caractérisaient depuis sa jeunesse. En 1947, un événement particulier la lia émouvante à ce moment historique. La princesse Élisabeth, fille du roi George VI et future reine, épousait le prince Philippe de Grèce et de Danemark. Elle assista à la cérémonie avec toute la dignité que lui conférait sa longue vie et son rang, consciente d'être témoin de la naissance d'une nouvelle génération de la famille royale, qui allait devoir évoluer dans un monde radicalement différent de celui de son enfance. La cérémonie dut raviver le souvenir de son propre mariage, célébré dans cette même chapelle plus de 50 ans auparavant. Mais, que ses souvenirs l'aient attristé ou simplement relié à son histoire personnelle, elle n'en laissa rien paraître. Elle possédait ce don unique de ceux qui survivent, celui de préserver le présent de l'amertume du passé. En 1952, le roi George VI mourut et le trône revint à sa fille, la princesse Élisabeth, qui devint à 25 ans la reine Élisabeth II. Pour elle, cette accession au trône représentait un événement numériquement exceptionnel. Il s'agissait de son 6e règne. Née sous le règne de Victoria, elle avait vécu avec Édouard VII, George V, Édouard VIII, George VI et s'apprêtait désormais à vivre avec Élisabeth II. Aucun autre membre de la famille royale de l'époque ne pouvait en dire autant. Le couronnement d'Élisabeth II eut lieu le 2 juin 1953 et elle assista à la cérémonie à l'abbaye de Westminster. C'était son 4e couronnement. Elle avait 80 ans. L'image de cette femme âgée, de sang royal, dont la silhouette portait en elle des décennies d'histoire, assise parmi les grands de ce monde tandis qu'une jeune reine recevait le poids de la couronne, et de ces scènes que l'histoire produit parfois, comme pour rendre visible le passage du temps. Ceux qui l'ont côtoyée à cette époque la décrivent comme une personne qui avait conservé toute sa lucidité, son humour et sa capacité à s'intéresser sincèrement aux choses et aux gens. Elle n'était pas une relique mélancolique du passé, mais une femme qui continuait de trouver des raisons d'être attentive au présent, une qualité si difficile à maintenir tout au long d'une vie si longue, si marquée par les épreuves, et peut-être le plus discret et le plus grand accomplissement de toute son existence. Cette même année, en 1953, elle entreprit de donner une forme définitive aux souvenirs qu'elle avait accumulés pendant des décennies au cœur même de l'histoire. Son projet était ambitieux, raconter ce dont elle avait été témoin au sein des familles royales victoriennes et édouardiennes, rendre compte des règnes qu'elle avait vécus, des personnalités qu'elle avait côtoyées, des moments que l'histoire officielle avait consignés dans ses livres, mais qu'elle avait vécus de près. L'écriture était, d'une certaine manière, aussi un exercice de réconciliation avec la totalité d'une vie qui avait tout embrassé, y compris de nombreuses souffrances. Écrire, c'est toujours, en un sens, choisir ce qui reste et ce qui s'efface. Ses mémoires, publiées en 1956 sous le titre « Mes souvenirs de 6 règnes », constituent un document historique, de premier ordre,
que l'historiographie de la famille royale victorienne ne saurait ignorer. Non pas parce qu'ils contiennent des révélations scandaleuses ou des accusations fracassantes, mais parce qu'ils offrent quelque chose de plus précieux et de plus rare. Le point de vue d'un initié qui a été au cœur de l'histoire pendant plus de 80 ans et qui possédait l'intelligence et l'honnêteté nécessaires pour la narrer sans fausse emphase. Le livre retrace sa vie depuis son enfance à Windsor jusqu'aux années 1950, en passant par son mariage et son annulation, les 2 guerres mondiales, les changements au sein de la monarchie et les figures légendaires qu'il a rencontrées personnellement. Victoria, Édouard VII, George V, les tsars russes, les empereurs allemands, des artistes, des écrivains, des militaires, des infirmières et des ouvriers de Bermondsey défilent au fil de ces pages avec la vivacité de quelqu'un qui se souvient avec chaleur et raconte avec précision. Ce qui frappe généralement ceux qui découvrent ce livre, c'est son ton. Elle n'écrit pas avec le détachement solennel qu'on pourrait attendre d'une personne de son rang, mais avec une chaleur conversationnelle qui donne l'impression d'une confidence directe, sans aucune distance. On y trouve de l'humour, de l'affection, une mélancolie latente, mais aucune amertume manifeste. Elle reste particulièrement discrète sur son mariage avec Haribert, et cette discrétion ne relève pas de la lâcheté, mais plutôt de l'élégance, le choix délibéré de ne pas exposer sa souffrance personnelle. Ce qu'elle transmet clairement, c'est son amour de la vie, des gens, des lieux, et sa gratitude d'avoir été témoin d'une époque qui, avec ses horreurs et sa grandeur, fut unique et irremplaçable dans l'histoire de l'humanité. Le livre fut bien accueilli à l'époque, même si ce succès ne fut pas à la hauteur de ses mérites. Comme tant d'autres aspects de sa vie, il fut quelque peu éclipsé par des noms plus célèbres, des histoires plus dramatiques et des personnalités plus médiatisées. Mais ceux qui le lisent aujourd'hui y découvrent quelque chose que le temps n'a pas réussi à altérer, la voix d'une femme qui a pleinement vécu. Durant les derniers mois de 1956, à 84 ans, et alors que sa santé déclinait visiblement, elle vivait dans une quiétude qui, de l'avis de ses visiteurs, était une sérénité chèrement acquise. Non pas la sérénité vide, de celle qui n'attend plus rien, mais celle de celle qui a achevé son voyage et peut regarder en arrière sans regret et devant sans crainte. Elle continuait de recevoir des visites, d'entretenir de longues et animées conversations et de rester l'interlocutrice attentive et curieuse qu'elle avait toujours été. Ceux qui l'ont connue durant ces derniers mois parlent d'une personne qui, jusqu'à la fin, a conservé un intérêt sincère pour autrui, la capacité d'écouter comme si les paroles de l'autre étaient ce qu'il y avait de plus important à cet instant, et cet humour discret qui avait été son bouclier et son compagnon constant tout au long de sa vie. Le 8 décembre 1956, elle s'éteignit à l'âge de 84 ans. Elle était née sous le règne de la reine Victoria, souveraine la plus puissante du monde, et à une époque où la photographie était encore une invention récente. Elle mourut à l'ère des avions de ligne commerciaux, de la télévision, de la bombe atomique et d'une jeune reine régnant sur un royaume radicalement différent de celui de son enfance. Son existence s'étendit sur l'une des périodes de transformation les plus intenses de l'histoire moderne. Sa mort fut relatée dans les journaux avec la courtoisie due à son rang, une brève mention, un paragraphe, un rappel de qui elle avait été. Mais il n'y eut ni grands hommages publics, ni semaine de deuil national, ni la couverture médiatique que méritait l'importance de son existence. Elle s'éteignit comme elle avait vécu une grande partie de sa vie, présente, mais invisible, importante, mais pas pleinement reconnue. Elle fut enterrée discrètement, et le monde poursuivit sa course implacable. Mais quelque chose avait disparu avec elle qui ne se remplace pas facilement. La mémoire vivante de toute une époque, l'expérience directe de 6 règnes, le témoignage corporel d'une histoire, qui pour tous les autres n'était déjà plus qu'un texte dans un livre. Que reste-t-il d'elle aujourd'hui? Plus que ce que l'histoire officielle reconnaît, et moins que ce qu'elle mérite. La maison de poupée de la reine Marie, cet extraordinaire projet qu'elle a conçu et coordonné avec l'énergie d'une directrice artistique, continue d'attirer des milliers de visiteurs chaque année au château de Windsor. Des millions de personnes l'ont admiré, sans savoir que derrière chaque minuscule livre de la bibliothèque miniature, chaque petit tableau accroché au mur, chaque bouteille de vin de la taille d'un dé à coudre, se cachait la vision d'une femme que l'histoire a surnommée la princesse de nulle part. Ses mémoires, mes souvenirs de 6 règnes,
sont une source de référence irremplaçable pour les historiens spécialistes des monarchies victoriennes et édouardiennes. Elles offrent des perspectives, des anecdotes et des nuances qu'aucune archive officielle ne saurait fournir, car elles ont été écrites non pour l'institution, mais pour la mémoire. Elles constituent le témoignage d'une femme qui a choisi de parler plutôt que de se taire, et qui a eu la sagesse de le faire sans nuire à personne. Les œuvres caritatives qu'elle a fondées ou soutenues ont eu un impact concret sur les communautés. L'hôpital de 100 lits qu'elle a créé pendant la Première Guerre mondiale, au sein de son club de femmes ouvrières à Bermondsey, a sauvé des vies. La formation et le soutien que ce club a apporté aux femmes de la classe ouvrière pendant des décennies ont transformé des vies de manière insoupçonnée, car les personnes aidées ne figurent pas dans les livres d'histoire. Et pourtant, lorsqu'on recherche son nom dans les grands récits de la monarchie britannique, elle apparaît comme un personnage secondaire, une simple note de bas de page, la cousine présente au couronnement, la femme qui a organisé la maison de poupées, la princesse dont le mariage fut un échec. Rarement comme protagoniste, rarement comme personnage central de l'histoire. Cela en dit long sur la manière dont l'histoire choisit qui retenir et comment. Cela en dit long sur le type de grandeur qui mérite d'être racontée, et sur la façon dont celle qui s'exerce sans couronne, sans scandale, sans drame visible, peut passer inaperçue pendant des décennies. Et cela en dit long aussi sur les raisons pour lesquelles des histoires comme la sienne méritent d'être racontées aujourd'hui avec toute l'attention et le respect qui lui ont été refusés de son vivant. L'histoire de cette femme est, au fond, celle d'une personne qui a appris à construire une vie pleine de sens, à partir des miettes laissées par l'effondrement de son destin. Elle était destinée à être princesse consort, épouse d'un prince allemand, mère de futurs ducs, héritière d'une lignée dynastique. Elle n'a rien été de tout cela. Elle était, au contraire, quelque chose de plus complexe et de plus authentique, un être humain. Elle était la petite fille, que sa grand-mère jugeait ordinaire, et pourtant, elle devint l'une des figures les plus aimées de la famille. Elle était l'épouse abandonnée, qui ne s'aigrit jamais. Elle était la princesse sans patrie, qui trouva, dans les hôpitaux, les ateliers d'artisanat, les cercles féminins et les pages de ses mémoires, une patrie qu'aucun titre ne pouvait lui offrir. Elle était la femme qui garda son alliance jusqu'à la fin, non par nostalgie, mais par intégrité. Celle qui arriva à l'hôpital militaire vêtue de sa plus belle robe, car elle croyait que la dignité, elle aussi, guérit. Celle qui imagina une maison de poupées pour une reine et mobilisa une centaine d'artisans pour lui donner vie. Il vécut 84 ans et fut témoin de 6 règnes, 4 couronnements, 2 guerres mondiales, la chute des empires de son enfance et l'avènement d'un monde nouveau qui ne ressemblait en rien à celui qu'il avait vu naître. Et il endura tout cela avec une constance de caractère qui, à sa manière, est plus admirable que n'importe quelle victoire militaire ou conquête territoriale. Le monde l'a oublié aussi facilement qu'il oublie presque tous ceux qui ne brillent pas, qui ne font pas scandale, qui ne conquièrent pas de royaume ni ne renversent de gouvernement. Il l'a oubliée, parce que sa grandeur était de celles qui ne font pas de bruit. Elle s'exprimait dans les couloirs d'hôpitaux, dans les ateliers de joaillerie, dans les salons où elle écoutait ceux que personne d'autre n'écoutait, dans les livres qu'on ne lui avait pas commandés, mais qu'elle écrivait parce qu'elle avait quelque chose à dire. Mais l'oubli n'est pas permanent, il est fissuré, et par ces fissures la lumière pénètre lorsqu'on décide d'y regarder de plus près. Cette femme a mené une vie qui mérite toute notre attention, non pas parce qu'elle fut la plus puissante, la plus tragique ou la plus scandaleuse de sa génération, mais parce que, avec une constance extraordinaire et pendant plus de 8 décennies, elle est restée pleinement elle-même dans un monde qui lui dictait sans cesse qui elle devait être, quel rôle elle devait jouer, quelle forme devait prendre son existence. Elle a fait un choix différent, un choix plus difficile, celui de choisir. Choisir de rester plutôt que de fuir. Choisir de travailler plutôt que de se laisser dépérir. Choisir l'humour plutôt que l'amertume, la présence plutôt que le silence, la création plutôt que la défaite. Choisir, en définitive, de vivre. Et c'est cela, au final, que l'histoire ne peut lui enlever. Ni le titre, ni le mariage, ni le pays. Ce que personne ne peut lui enlever, c'est ceci, qu'il a existé, qu'il a compté, qu'il a laissé le monde un peu meilleur, partout où il a posé le pied et son cœur. La princesse que le monde a oubliée ne mérite pas d'être oubliée. Et aujourd'hui, du moins aujourd'hui,
elle ne l'est pas.